Tout d'abord, rappeler que les épidémies sont des périodes très exigeantes. Pour les combattre, en fait, on doit faire tous ensemble des choses difficiles, des choses souvent pénibles, et je ne veux pas parler uniquement du moment du confinement, mais aussi de la période que nous vivons maintenant, du déconfinement partiel. Ces choses difficiles, souvent pénibles, nous devons les faire alors que nous pouvons être angoissés, perplexes, incertains, peut-être même méfiants les uns envers les autres. Oui, sous l'angle éthique, les épidémies sont des périodes vraiment très exigeantes. Ce sont aussi du coup des révélateurs. Elles nous montrent où nous sommes bons, où nous sommes forts, mais elles montrent aussi par où passent nos failles. En nous confrontant à des enjeux élevés de toutes parts, eh bien, elles nous montrent aussi où sont nos valeurs et où des conflits peuvent exister entre elles. Dans cette présentation, je vais vous promener, à bonne distance, rassurez-vous, à travers une ville en confinement, et je vais vous montrer quelques-uns des bâtiments. On ne va pas avoir le temps d'entrer dedans. Si on avait plus de temps, chacun d'entre eux serait digne qu'on le visite aussi de l'intérieur, mais on va faire la version rapide. Alors voilà le programme de la visite. Le confinement, la santé, l'économie, la distribution des ressources, la recherche, les jeunes et les vieux, un sujet dont on parle pas mal ces temps alors qu'on déconfine, le déconfinement justement, et puis la suite qui est le plus grand miroir de tous. Je vous mets en illustration ce schéma à main levée qui a beaucoup circulé sur Internet et qui est là pour nous rappeler que même si nos efforts ont permis d'infléchir la courbe, eh bien l'épidémie n'est pas terminée et si nous relâchions complètement nos efforts, elle serait en fait prête à redémarrer comme au départ. Le confinement soulève un certain nombre d'enjeux. Il a des buts, bien sûr, on veut sauver des vies, on veut limiter les risques de surcharge du système de santé, et ça, c'est pas uniquement par compassion et solidarité avec les professionnels de la santé, même si, bien sûr, on a de la compassion et de la solidarité envers les professionnels de la santé, c'est principalement parce qu'un service de santé pas submergé soigne mieux les gens, et on baisse ainsi la mortalité, non seulement la mortalité liée au Covid-19, mais la mortalité toutes causes confondues, du moins c'est le but. On veut contenir l'épidémie et gagner du temps pour permettre la mise en place d'alternatives. C'est un peu le frein à main, le confinement, qu'on va lever en mettant en place d'autres mesures pour naviguer un terrain incertain sans trop rentrer dans les obstacles. Le confinement doit garder ouvert l'essentiel. Et alors là, c'est le premier miroir parce qu'au fond, l'essentiel, c'est quoi ? C'est quoi? C'est peut-être pas ce qu'on aurait cru au départ. On a eu une sorte de mismatch entre les activités qu'on a considérées comme essentielles là et celles auxquelles on aurait attribué une valeur plus importante avant. Donc ça, c'est un premier miroir. Qu'est-ce qui est finalement essentiel? Et puis quand on confine des personnes, il y a des devoirs aussi. On doit s'assurer de leur survie. Il y a des exemples historiques, certains très récents, où des personnes ont été confinées, parfois derrière des cordons sanitaires dans certaines épidémies dans le monde, donc avec des personnes armées qui les empêchaient de sortir, alors qu'elles n'avaient par exemple pas accès à l'eau potable dans certaines régions pauvres. Et là, évidemment, c'est un fardeau qu'on impose aux personnes et un fardeau sacrifiant. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit absolument pas répliquer. On leur impose un fardeau pour le bien commun. Non seulement on doit assurer leur survie, mais on acquiert aussi des devoirs envers elles. On demande aussi une coopération qui doit être possible. Si on demande aux personnes de rester chez elles sans leur donner les moyens de survivre chez elles, eh bien on ne peut pas s'attendre à ce qu'elles coopèrent. Ensuite, il y a cette grande question de la santé contre l'économie. Ça, c'est un grand classique des discussions ces temps-ci. Un mot à ce sujet, il faut savoir qu'en fait, la pandémie tue l'économie tout aussi sûrement que les mesures anti-pandémie. À droite de cette image, un article paru ce week-end dans la NZZ par une collègue économiste qui fait un petit peu une tentative de calcul pour savoir quelle est la part des mesures anti-pandémie, de la pandémie elle-même et d'autres facteurs dans le ralentissement économique actuel. Elle arrive à la conclusion que les mesures anti-pandémie comptent pour au plus 30-40% du ralentissement. L'épidémie elle-même compte pour une dizaine, quinzaine de pourcents, et alors il y a un gros reste. Et ce reste, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait que les gens ont peur et s'abstiennent par eux-mêmes. D'ailleurs, on l'a vu dans des pays qui n'ont pas confiné, comme la Suède, les gens ont arrêté de vaquer à leurs occupations. Ils sont restés chez eux, ils ont cessé d'aller dans les commerces et les restaurants. Et ça, c'est finalement la part du lion du ralentissement économique, le fait que les gens prennent sur eux-mêmes, même sans instruction, parce qu'ils ont peur
de la contagion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le long terme, les mesures anti-pandémie sont probablement des mesures de protection de l'économie également. Et là, on a aussi des exemples historiques, notamment avec la comparaison de ce qu'ont fait différentes villes américaines pendant la grippe de 1918, la grippe espagnole. On a vu que celles qui avaient pris des mesures précoces, fermes et qui les avaient maintenues longtemps s'en sont mieux tirées économiquement à la fin de l'épidémie que celles qui avaient fait peu de temps. Et puis, ça veut aussi dire qu'assurer la survie économique des personnes dans l'immédiat, c'est un enjeu différent, hein, c'est clair. On est en train de parler de comment est-ce que l'économie dans son ensemble va mieux se porter. Ça ne veut pas dire que les personnes individuelles vont économiquement mieux se porter. Et là, les soutenir, eh bien, à l'inverse, c'est une mesure anti-pandémie. Car qui va rester confiné sans moyen de subsistance? Et donc, on a en fait, plutôt qu'une opposition, une sorte d'intrication entre l'économie et la santé autour d'une pandémie. Ensuite, il y a les questions d'une distribution juste. Et alors là, il y a énormément de questions, mais au fond, il n'y a que deux principes. Faire le plus de bien possible, sauver le plus de vies possible, et respecter la valeur égale de la vie de chacun. Il y a des instructions concrètes dans certains cas, comme par exemple ici dans le plan pandémie 2018 en Suisse, qui donne des instructions pour la distribution notamment de vaccins. Il y a un tas de ressources concernées par les questions de distribution juste, mais il y a vraiment un devoir fondamental, garantir un traitement équitable, alors que nous sommes tous dans des sociétés inégales. Et il faut le faire savoir, parce que sans cela, le virus va entrer par nos failles. Et là, on a un exemple actuellement dans le redémarrage de l'épidémie à Singapour. Après un contrôle remarquable, eh bien, l'épidémie a redémarré. Chez qui? Eh bien, chez les travailleurs migrants illégaux, chez qui il y avait moins d'accès aux soins, chez qui il y avait des logements où la distance ne pouvait pas être maintenue. Donc le virus vraiment entre par nos failles. On doit garantir à tout le monde l'accès aux soins. Et ça aussi, c'est un grand miroir. La recherche, alors la recherche, tout va plus vite, tout ce travail d'arrache-pied pour accélérer autant que possible. Pour utiliser une métaphore, on joue un peu au curling, hein, tout le monde balaye devant les nouvelles découvertes pour que ça aille le plus vite possible. C'est très bien, mais en même temps, il y a des facteurs de risque pour des erreurs qui sont présents dans une telle situation. Pour une bonne cause, on sait qu'on accepte souvent d'être moins rigoureux, et c'est un danger ici. Si vous regardez toute la liste des études en cours, eh bien, certaines sont remarquables, mais d'autres, on se dit que peut-être la méta-analyse, qui sera peut-être déjà prête le mois prochain, aura des données pas entièrement fiables. Pour une bonne cause, on accepte aussi peut-être des risques exagérés, c'est une grande question. J'ai des collègues aux États-Unis qui proposent de faire par exemple des infections intentionnelles de personnes jeunes et à faible risque pour tester plus rapidement un vaccin. Alors là, évidemment, on entre dans un domaine qu'on jugerait totalement inacceptable en d'autres temps. Peut-être est-il complètement inacceptable également dans cette période, mais en tout cas, on voit qu'on a une aversion au risque qui chute. Et puis le besoin des patients ou notre bienveillance bien réelle peut nous rendre convaincus qu'un traitement inefficace fonctionne. Et on le voit maintenant dans la sphère publique, tout le monde y va de sa sauce. Et il suffit d'être très très convaincu pour commencer à dire que les autres ont tort simplement parce qu'on a envie que quelque chose marche pour pouvoir offrir de l'aide aux personnes en détresse. Donc l'enjeu, c'est faire plus vite, mais pas moins bien. Et ce n'est pas évident comme enjeu. Puis à la question des jeunes et des vieux, et là aussi ce sera extrêmement rapide, on confine pour les vieux, on sous-entend que les personnes âgées sont bénéficiaires et que les autres sacrifient. En fait, ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il faut prendre un pas de recul. En fait, nos organisations sociales existent pour nous permettre de faire certains choix, pour nous permettre d'exercer certains droits, de vivre notre vie sans devoir la risquer. C'est pour ça qu'on s'organise ensemble collectivement depuis qu'on le fait, depuis le début, avant le début de l'histoire. Le Covid-19 va changer les circonstances et ça veut dire qu'on doit nous réorganiser pour pouvoir continuer autant que possible à faire comme avant, mais différemment pour pouvoir faire comme avant. Et effectivement, nous réorganisons. Sauf que pour le moment, on a oublié de réorganiser aussi pour les personnes vulnérables, les personnes âgées, les personnes à risque, en leur disant simplement « restez chez vous ». En fait, on fait l'économie, en quelque sorte, de la réorganisation qu'on est en train de faire pour les autres, afin que les autres puissent faire comme avant, en faisant différemment. Et finalement, c'est elles qui sacrifient le plus dans cette histoire. Alors évidemment, quand on doit réorganiser, ça met en lumière qu'on n'a pas tous les mêmes intérêts. Temporairement, en fait, c'est un petit peu notre contrat social qu'on est en train de renégocier. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des tensions, des conflits, parfois un brin de mauvaise foi. Et ça aussi, c'est un grand miroir. Le déconfinement qu'on vit maintenant, alors le déconfinement, c'est un grand exercice de peser des valeurs dans l'incertitude et de réduction des risques. Un exemple actuel, c'est la question de la pesée entre le droit à l'éducation et la santé dans le cadre de l'ouverture des écoles. Et on voit toutes les passions que ça suscite. Mais il faut comprendre que plutôt qu'un retour à la normale, le déconfinement, c'est une réorganisation temporaire pour vivre
avec le risque. Et c'est vrai qu'on a vécu jusqu'à présent des vies d'une sécurité sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est absolument pas surprenant que la perspective de vivre avec plus de risques nous pèse, qu'elle soit difficile. Et puisque les informations arrivent à mesure, en plus, c'est tout à fait possible que les mesures doivent changer, et plusieurs fois. Et ça aussi, c'est déstabilisant. Ça veut dire que c'est crucial d'expliquer les raisons et de communiquer les incertitudes, parce qu'autrement, on ne comprend plus rien. Les outils du déconfinement, ils ne sont pas exhaustifs ici, mais juste pour montrer qu'ils soulèvent aussi quelques enjeux. On a parlé du traçage digital des contacts. Alors ici, juste pour dire que la Commission nationale d'éthique a examiné le système Bluetooth de traçage de proximité, a conclu qu'aucune objection éthique fondamentale ne s'y oppose, mais que des règles strictes doivent être appliquées. La version allemande est sur le site web, les traductions vont arriver tout bientôt. On parle aussi de passeport immunitaire, de certification d'immunité. Alors là, il y a deux problèmes qui sont plus sérieux en fait que dans le traçage des contacts. D'abord, il faut une certitude scientifique de l'immunité qu'on n'a en fait pas encore. Et puis en plus, ça conduirait à des différences de droit entre les personnes immunes et non immunes qui sont extrêmement difficiles à surmonter. Et si on n'arrive pas à les surmonter, elles ne sont pas possibles à justifier. Puis il y a les questions du traçage des contacts, de l'isolement, de la quarantaine. C'est probablement la voie royale, mais il faut un cortège de mesures sociales d'accompagnement, notamment pour permettre la quarantaine. Si vous êtes malade, vous êtes en arrêt maladie, vous êtes protégé. Si vous êtes un contact, il faut une protection similaire et qui n'existe pas entièrement pour le moment. Évidemment, la suite du déconfinement, c'est le plus grand miroir de tous, puisque en limitant nos activités à l'essentiel, on a vu, c'est insuffisant, donc on va devoir redémarrer. Mais redémarrer quoi ? Au fond, c'est quoi qu'on redémarre? Redémarrer comment? Redémarrer dans quel but? Et là, on voit certaines villes prendre des initiatives intéressantes, notamment la ville d'Amsterdam, qui a décidé de se baser sur le modèle économique du donut, de l'idée qu'on a ici une zone où l'humanité vit bien, et vit bien sans trop tirer des ressources planétaires, et que si on descend en dessous, ça veut dire qu'on ne fait pas assez bien pour les gens, et si on monte en dessus, ça veut dire qu'on ne fait pas assez bien pour notre environnement. Et ça, c'est un modèle intéressant pour se demander, mais au fond, pour pouvoir garantir le bien des gens, puisque c'est de ça qu'il s'agit, eh bien, comment on doit faire lorsqu'on redémarre? C'est une question extraordinairement difficile, mais ce moment sera peut-être unique dans notre vie, donc ce serait très dommage de simplement le passer comme si de rien n'était. Je vous remercie beaucoup.